Bonjour, vous êtes allergique aux débats de coq, vous leur préférez des conversations documentées entre personnes courtoises qui ne prennent pas leurs opinions pour des jugements, alors rendez-vous sur notre site le nouvel esprit public en un seul mot.fr, puis cliquez sur Soutenez-nous. Jusqu'au 31 décembre, vos dons sont défiscalisés à hauteur de 66% et ce sont eux qui nous permettent de continuer. Merci. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Lucille Schmid, du comité de rédaction de la revue Esprit. Je vous rappelle que cette semaine, jeudi très précisément, nous serons à Évron pour la première décentralisation du nouvel esprit public. Nous serons à Évron à l'invitation du maire d'Évron et de la communauté de communes. Et dimanche prochain, nous serons à l'école alsacienne pour l'enregistrement d'une émission thématique autour du docteur Saline qui parlera et avec qui nous parlerons du procès des attentats de novembre 2015, procès auquel le docteur Saline assiste depuis le 8 septembre. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Le déclin, mythe ou réalité », et il est ainsi chapeauté. À 5 mois du premier tour de l'élection présidentielle, et par fidélité à sa vocation d'éclaireur, le 1 Hebdo proposera des réflexions de fond sur quelques-uns des grands thèmes qui devraient dominer la prochaine campagne. Nous avons choisi d'aborder des questions aussi cruciales que le pouvoir d'achat, l'immigration, l'écologie, la sécurité ou l'interrogation sur le déclin français, thème du présent numéro, en donnant la parole à des experts reconnus pour leur solide réflexion, ce qui n'empêche pas les convictions. Pour inaugurer cette série de 5 numéros qui se succéderont jusqu'au premier tour, 2 essayistes, Nicolas Bavrez, et David Jaïs, bis, nous offrent leur regard pour tenter de répondre à cette question récurrente. La France est-elle vraiment en déclin? Si oui, comment y remédier? Vous avez donc une triple incitation à acheter, à vous procurer ce numéro du 1. Dans notre BADA, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi dernier la première partie d'une conversation avec Patrick Frémaux, producteur de concerts, puis éditeur de disques spécialisé dans les documents sonores, les textes, le patrimoine parlé, le livre audio, les grands cours d'histoire et de philosophie, le répertoire de la chanson et des musiques du monde. Et la deuxième partie sera en ligne mercredi prochain. Je vous propose de nous intéresser maintenant au premier des 2 sujets que nous avons l'intention d'aborder, celui des Antilles en colère. Depuis le 18 novembre, en Guadeloupe, la mobilisation contre l'obligation vaccinale et la suspension de postes de soignants non vaccinés se traduit par des violences. Elles se sont étendues cette semaine à la Martinique, voitures incendiées, pillage de commerces, barrages autoroutiers transformés en incendies, tirs à balles réels sur les véhicules de gendarmes, pillage de banques et de magasins alimentaires. Le gouvernement a envoyé en Guadeloupe le week-end dernier 200 agents supplémentaires de métropole, dont 50 membres des unités du GIGN et du RAID. Le préfet a prolongé le couvre-feu instauré entre 18h et 5h du matin jusqu'à aujourd'hui. Une 60aine de Guadeloupéens ont été interpellés par les forces de l'ordre et 30, soupçonnés d'avoir participé aux violences urbaines, ont été jugés lundi en comparaison immédiate. Les motifs de la contestation dépassent largement la question sanitaire. Inégalité sociale renforcée par la crise sanitaire, chômage des jeunes, pouvoir d'achat et disparité du niveau de vie. Mais les réticences des Antillais à se faire vacciner proviennent aussi du scandale
du chlordécone, ce pesticide largement utilisé dans les champs de bananes entre 1972 et 1993 et dont la haute toxicité a été longtemps niée par le gouvernement. Ce qui est considéré aux Antilles comme un mensonge d'État est à mettre en rapport avec le petit nombre de vaccinés en Guadeloupe. Seuls 38% des plus de 12 ans ont accédé à la protection vaccinale complète, contre près de 90% en métropole. Parmi les soignants de l'île, pour lesquels la vaccination est obligatoire depuis le 16 novembre, le taux de vaccination contre le Covid-19 s'élève à 85%, mais des poches de résistance subsistent et ont dénombré lundi 566 suspensions au CHU de Pointe-à-Pitre pour défaut de vaccination. Malgré une dépense d'argent public par tête supérieure de 60% à ce qu'elle est en métropole, près d'un tiers de la population en Guadeloupe comme en Martinique vit sous le seuil de pauvreté contre 14% en métropole. Avec 19,3% au 30 septembre, le taux de chômage guadeloupéen est plus de 2 fois plus élevé qu'en métropole, il est de 15% en Martinique. Le PIB par habitant est dans les deux îles très inférieur à la moyenne nationale, 24 110 euros en Martinique, 22 427 en Guadeloupe, selon l'INSEE, et 35 763 en métropole. Le président de la République a reconnu que la situation était très explosive, tandis que le Premier ministre a appelé au calme et à la responsabilité, annonçant la création d'une instance de dialogue visant à convaincre et accompagner individuellement et humainement les soignants concernés par des craintes liées à l'obligation vaccinale. Toutefois, le gouvernement exclut de revenir sur cette obligation et pour les soignants et les pompiers, et le ministre de l'Intérieur a déclaré que le rétablissement de l'ordre était le préalable à toute discussion. Sur cette question, Nicole Desauto. Oui, ce qui se passe aux Antilles françaises est très grave. Parce qu'on a une accumulation de colère et une accumulation d'impasse. Ce qui met le gouvernement effectivement dans une situation difficile et entre parenthèses, je ne comprends toujours pas comment un ministre d'outre-mer n'a toujours pas fait le déplacement aux Antilles. Je ferme la parenthèse. Il y a beaucoup de colère derrière cette crise antillaise. Il y en a 3, je crois. Il y a premièrement la colère sanitaire, mais qui, contrairement aux apparences, en tout cas à mes yeux, n'est pas dirigée vraiment contre l'obligation vaccinale et l'obligation du pass sanitaire, parce que vous l'avez dit, Philippe, 85% du personnel soignant en Martinique et en Guadeloupe est vacciné, donc il y a quand même une forte responsabilité de ce personnel soignant. Mais donc, je crois que la colère contre le masque, c'est un autre nom de la colère contre le vrai scandale des Antilles, qui est l'utilisation du chlordécone, je rappelle. Donc c'est un pesticide que l'OMS a jugé cancérigène depuis 1979, qui a été interdit aux États-Unis et en France en 1990, à la demande du lobby bananier et de 2 familles martiniquaises. Le gouvernement a repoussé son interdiction aux Antilles en 1993, donc 3 années de plus, ce qui fait qu'aujourd'hui, 90% de la population des Antilles a du chlordécone dans le corps, que les tests pour le dépister sont payants et que malgré tous les procès qui ont été intentés, il n'y a aucun résultat. Pourquoi ? Parce qu'il y a prescription d'une part, si bien que la semaine dernière, Serge Lachemi, qui est le président de la communauté, de la collectivité unique en Martinique, s'est porté partie civile dans cette affaire en demandant une condamnation des familles en question. Je crois c'est équivalent à l'affaire du sang contaminé pour les Antilles. Il y a une vraie défaillance de la responsabilité publique. Et donc, quand le gouvernement fait appel à la responsabilité des soignants ou des gens pour aller se faire vacciner parce que c'est un acte de civisme, etc., il n'est absolument pas crédible. Et donc, je crois que derrière la première cause de la colère, c'est la défiance vis-à-vis d'une parole publique qui a abandonné et qui a même triché sur la santé des Antillais. La deuxième cause de colère, bien évidemment, c'est la colère sociale. Celle-là, elle n'est pas nouvelle. On avait eu en 2009 un très fort mouvement de protestation sociale, également violent, avec 44 jours de grève générale en Martinique. Mais vous avez donné les chiffres, Philippe, donc c'est très clair que la situation dans les 2 Antilles socialement se dégrade depuis 2009, en dépit de tout, de ce que l'on fait, de ce que la France fait sur le plan économique. J'ai regardé les chiffres. Il y a 20 milliards par an en 2020 pour les collectivités d'outre-mer, donc 12 entités. La Martinique en a 10%, à peu près 2,1 milliards. La Guadeloupe, à peu près 15%. Alors,
Bon, c'est pas exceptionnel, mais quand même, il y a un effort financier qui est fait et en dépit de tout cela, la situation, sociale se dégrade. D'autant plus que la covid, a permis à l'État d'indemniser les salariés qui étaient effectivement en activité, mais une grande partie de l'économie, en particulier chez les jeunes, est une économie souterraine. Donc ceux-là n'ont pas été, aidés du tout puisqu'ils n'ont rien à déclarer, tout cela est au noir et donc ce sont ces jeunes qui s'enfoncent dans la crise et d'ailleurs ce sont eux qui font les barrages et qui brûlent les pneus dans les carrefours et les syndicats ne les tiennent pas. C'est ça la dangerosité de la chose aujourd'hui, c'est que ni Domota, le leader du LKP, ni Lachemi, le patron de la Martinique, ne tiennent cette jeunesse qui est complètement sans aucun espoir. Troisième raison de la crise, je crois, c'est la colère culturelle. Alors ça non plus, ça n'est pas nouveau. Le thème de l'esclavagisme a toujours été au cœur des colères et des revendications aux Antilles. Mais le wokisme, ou en tout cas tout ce phénomène nouveau de décolonisation, de décolonialisme, a accru cette espèce d'indignation, d'humiliation de la population antillaise. Quand Domota dit il faut qu'on nous respecte, je crois qu'il exprime quelque chose de très très fort. Et bon, aux Antilles, le mouvement woke a fait des ravages. On a déboulonné toutes les statues de Schellcher, toutes les statues de Joséphine de Beauharnais sur la place de Fort-de-France. Et je crois que ça ajoute à la frustration contre cette élite blanche qui n'arrive pas à gérer l'île. Donc je crois que c'est vraiment très très grave. Et d'autant qu'il y a une série d'impasses. C'était mon deuxième point. Sur le plan politique, on s'aperçoit que c'est quand même très très difficile. L'indépendance serait une catastrophe pour les Antilles et la dépendance est insupportable pour les Antillais. Et donc l'État est dans une marge de manœuvre extrêmement étroite. On n'arrête pas de dire qu'il faut décentraliser, leur donner plus d'autonomie, plus de gestion locale. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. La loi de 46 crée les départements d'outre-mer. Il y a eu énormément de réformes à cette loi. Il y a eu la grande réforme de 2003 qui a proposé par référendum, les Antillais ont voté avec 2 statuts différents pour la Guadeloupe, qui est resté un département, pour la Martinique, qui est devenue une collectivité unique. Ça n'a strictement rien changé, sauf à multiplier les échelons locaux de gouvernance. Et donc, il y a véritablement une impasse. La métropole est à la fois indispensable et insupportable pour les Antillais. Et la deuxième impasse, elle est économique. Et ça, ça tient vraiment au Covid, je crois, mais le tourisme est la source de revenus pratiquement unique de ces deux îles. Or, en temps de Covid, le tourisme est également la source privilégiée de l'infection. Et ça a été très très clair. En août, à l'été dernier, l'été 2021, les Antilles avaient un taux très bas d'infection. On a ouvert les aéroports en juin. Au mois d'août, il y avait 1000 cas en Martinique pour 100 000 habitants, le taux le plus fort de toute la métropole. Et donc, on voit bien que le tourisme est indispensable pour l'économie de l'île et il est en même temps destructeur en période de Covid. Et là, pareil, on voit bien qu'à Noël, les autorités sont dans cette impasse. Et donc voilà, je suis très inquiète et je termine simplement. Je pense que c'est une opinion, Philippe, et je la partage. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait y aller. Message envoyé. Nicolas Bavrez. Premier point, est-ce que la situation est dangereuse ? Évidemment oui, parce que la crise est complexe et la partie sanitaire, effectivement, n'est que la partie émergée de beaucoup de difficultés. Donc, dans ce qui a été dit sur les problèmes de la vaccination, il faut quand même rajouter un point qui est l'importance des réseaux sociaux, qui est très grande dans ces îles, avec de fait des propos, des thèses complotistes expliquant que la Covid est une invention pour recoloniser l'île et pour détruire la population et la remplacer par des métropolitains, ce qui laisse un peu pantois, mais qui malheureusement a beaucoup prospéré. Donc on a une crise sanitaire, une crise économique et sociale. De fait, il y a une dépendance complète. 80% du PIB de ces îles sont des transferts de la métropole. Et l'activité agricole est chancelante depuis les difficultés du secteur bananier. Et le tourisme est à l'arrêt parce qu'il y a la Covid, mais il y a aussi le problème des algues
avec les sargasses et le problème des grèves et d'une qualité de service qui est quand même défaillante. La dernière chose, c'est la crise sécuritaire. Et là, il y a une différence. En 2009, il y avait encore une génération de militants politiques pour encadrer quand même la violence. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, on a de fait des jeunes ultra-violents et hors de tout contrôle. Et par ailleurs, il y a des armes de guerre qui ont été récupérées, sans doute avec des complicités, lors du braquage de l'armurerie, notamment des douanes. Donc tout ça nous donne une situation dangereuse et un effet de contagion qui est réel. La Guadeloupe, la Martinique, en Polynésie, ça commence à pointer. Et donc, incontestablement, c'est une vraie crise de l'outre-mer. Alors, comment ça s'explique ? On a parlé de l'histoire pour la Guadeloupe avec et la Martinique avec la chlordécone. Je crois qu'il y a quand même un désintérêt d'Emmanuel Macron pour l'outre-mer qu'on paye là tout à fait cher. Donc c'est vrai que sur le plan sanitaire, l'État est à la fois arrogant et lâche. Donc il a fait la même erreur, mais la parole de l'État est effectivement discréditée. On n'a pas du tout voulu faire confiance aux médecins de ville et donc on a accru le rejet de la vaccination. Il y a aussi une lâcheté parce que quand les renforts sont arrivés, on leur a interdit de parler de vaccins à la population. Il y a également une lâcheté de l'État puisqu'il n'y a aucun contrôle sanitaire, ni de tests, ni de vaccins pour les vols qui vont de ces îles vers la métropole, ce qui est complètement aberrant. Sur la crise économique et sociale, c'est vrai que tant qu'à investir 20 milliards d'euros dans ces îles, on pourrait au moins les investir de manière intelligente, avoir des services publics qui fonctionnent, former les gens. Or, en réalité, pour le coup, c'est exactement le modèle français en plus gros, c'est-à-dire que on subventionne la consommation et la consommation, en fait, subventionne un certain nombre de rentes, notamment des distributeurs. Et sur la crise sécuritaire, je voudrais quand même souligner qu'il y a quelque chose d'extrêmement choquant. On envoie le RAID et le GIGN pour faire de l'ordre public. Et là, on comprend qu'il puisse y avoir une réaction Là, il y a vraiment un double standard, parce que personne n'imagine envoyer le GIGN et le RAID contre des manifestations, y compris violentes, qui se dérouleraient à Paris. Et il y a un vrai problème, quand même, sur la notion de l'ordre public. On a envoyé des blindés de la gendarmerie contre les Gilets jaunes, ce qui était complètement disproportionné. Et là, le RAID et le GIGN, c'est des forces spéciales, il faut être clair, ça n'est pas fait pour faire de l'ordre public. Et de ce point de vue-là, le message qui est envoyé est désastreux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Premièrement, ce qu'il faut toujours faire dans une île, les gens ont besoin de bouger, c'est vital. Donc, il faut laisser pourrir en attendant que l'opinion se retourne. Deuxièmement, il faut dialoguer parce que l'État a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Troisièmement, c'est vrai que dans les revendications, il y a des choses qui sont justes. C'est absolument anormal. Le CHU de la Guadeloupe a brûlé il y a 2 ans. Il est toujours pas, on n'a toujours pas l'amorce d'une reconstruction. Le système de distribution de l'eau ne marche pas. L'éducation est chancelante. Là, il y a des choses à faire. Et puis, c'est vrai que je pense qu'il va falloir réfléchir à l'évolution du statut de ces îles, parce que aujourd'hui, le statut de département n'est absolument plus adapté. Lucille Schmid. Oui, moi je crois que ce qui est important par rapport à tout ce que viennent de dire Nicole et Nicolas, c'est le fait qu'on est déjà dans la campagne présidentielle et qu'il ne faut pas imaginer que les Antilles, ce n'est pas la France. Et donc, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, dans le fait qu'on ne se déplace pas, qu'aujourd'hui, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, choisisse de ne pas y aller au nom du fait qu'il faut que l'ordre public soit rétabli avant de se déplacer. Personnellement, je pense que c'est une faute politique et que, en plus, ce qui est avancé dans certains articles sur le fait qu'il ne se déplacerait pas parce qu'il veut s'occuper de la campagne d'Emmanuel Macron, est là particulièrement quelque chose de particulièrement contestable. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se rende aux Antilles ? Moi, comme Nicole Niesotto, j'y ai pensé et je me suis dit, ce serait signifier que c'est la France. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer le RAID et le GIGN, la question de traiter les choses sur un plan politique me semble être un élément essentiel qui permettrait sans doute de restaurer le dialogue et surtout d'imaginer une perspective. Lorsqu'on lit les récits, lorsqu'on voit les reportages, la question du mépris, la question de ne pas être entendu,
est placée au centre, y compris par ces jeunes qui sont effectivement sur les barricades, sur les barrages et qui empêche aussi les Antillais, notamment les Guadeloupéens, d'avoir une vie correcte. Je rappelle qu'aujourd'hui, faire ses courses, accéder à l'essence est devenu très difficile pour une grande majorité de Guadeloupéens, qu'effectivement, il y a la contamination à la Martinique, et que le sujet, c'est aussi que l'opinion publique, comme disait Nicolas Bavray, peut se retourner, mais est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'elle se retourne ? Est-ce que le sujet n'est pas plutôt de traiter l'ensemble des Antillais comme des adultes ? La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut revenir sur ce scandale du chlordécone. Et par rapport à ce qu'a dit Nicole Niesotto, qui est tout à fait exact, rappelez quand même qu'aux États-Unis, le chlordécone a été interdit beaucoup plus tôt qu'en France. C'est-à-dire que dès 1976, aux États-Unis, qui est quand même une grande nation d'exportation de produits chimiques, la dangerosité de ce pesticide avait été avérée. Je rappelle que vraiment, aux États-Unis, il y a à la fois des lanceurs d'alerte comme Rachel Carson dès 1962 sur le DDT, mais de grandes firmes très puissantes, et que si dès 1976, le chlordécone était interdit aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est quelque part la pensée politique en parallèle, en silo, où on ne fait pas attention à ce qui se décide à côté, où on continue parce qu'effectivement de grandes familles puissantes disent que le chlordécone est indispensable pour lutter contre le charançon de la banane, on continue à le garder. Mais c'est aussi parce que l'économie des Antilles est complètement mono-orientée sur la banane, le tourisme, et puis ce qui compte évidemment, c'est l'emploi public. Donc là où est le scandale, et ça a été souligné, c'est qu'il faut attendre après l'interdiction une dizaine d'années, seulement 2002, pour s'apercevoir qu'en fait le chlordécone continue à être utilisé aux Antilles. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que dans la vie quotidienne des Antillais, et surtout à la Guadeloupe, ils continuent quelque part à leur pourrir la vie, parce qu'il y a encore des couloirs de pêche, on n'a pas le droit de pêcher parce que les eaux ont été empoisonnées, il y a des cancers de la prostate qui sont absolument, je ne sais pas, statistiquement 10 fois plus importants qu'ailleurs, les naissances sont prématurées, donc on voit bien tout le problème de santé publique, et c'est ça qui est important par rapport à la question de la vaccination, c'est est-ce qu'on se préoccupe vraiment de notre santé, alors même qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas manger le poisson, nous ne pouvons pas cultiver le jardin parce que la terre est polluée, et il y a une grande tradition de cultiver le jardin, etc. Troisième point, pour ne pas être trop longue, n'est-ce pas ? Cette question de la violence est une question essentielle, et moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on a une vision presque culturaliste de ce qui se passe aux Antilles et surtout à la Guadeloupe, mais évidemment, l'écho avec les Gilets jaunes doit être fait, et Nicolas Bavray a commencé à le faire, c'est-à-dire que cette question de l'impossibilité de dialoguer entre les représentants, entre les élus, et particulièrement l'exécutif et la population, si le début de campagne d'Emmanuel Macron, enfin de présidentielle, parce qu'il n'y a pas qu'Emmanuel Macron comme candidat, si le début de campagne présidentielle est placé au fond sous une forme de mouvement de gilets jaunes insulaire, c'est un problème. Et comment faire ? Il faut évidemment juguler cette violence, et il faut le faire à la fois par le dialogue et évidemment par la fermeté, dénoncer les violences. D'ailleurs, certains soignants commencent à dire qu'ils ne peuvent plus accéder aux consultations, plus accéder à l'hôpital, et c'est un problème parce qu'ils ont été, comme l'a dit Nicole Niesotto, très responsables dans la vaccination. Mais il faut traiter les choses par le dialogue et la fermeté, et non pas dissocier la fermeté sécuritaire et le dialogue politique. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et je dois dire que si vous êtes au gouvernement, ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le vôtre non plus, ça ne doit pas être facile. Ça ne va pas être facile, parce que le dialogue et la fermeté, c'est pas le même tempo. Le dialogue, c'est une opération à très long terme qui vise à calmer, à apaiser les esprits, à créer les chemins d'un consensus, d'un compromis, d'une entente. C'est vraiment une thérapie de longue durée. La fermeté, ça consiste à envoyer des troupes, soit des policiers, soit des militaires, soit une catégorie intermédiaire, comme vous le rappelez, le RAID ou le GIGN. Et c'est évidemment quelque chose qui, la fermeté, quand elle intervient, décourage le dialogue. C'est pas la peine de fatiguer. Quand on frappe, on durcit les positions. Moi, je crois vraiment que ça illustre complètement la phrase d'Edgar Faure, que je cite souvent. La politique ne consiste pas à résoudre les problèmes, mais à vivre avec des problèmes insolubles. C'est vraiment un casse-tête absolu, les Antilles, comme pour les raisons que vous avez rappelées, notamment Nicole. D'abord, si vous êtes de droite, vous n'êtes pas à l'aise parce que c'est un système colonial, c'est un système inégalitaire.
On a envoyé un poison, comme vous le chlordécone, le mot est juste, décone, oui. Le chlordécone, et on dit c'est indispensable à la production locale. Oui, l'esclavage aussi, hein. On a maintenu l'esclavage un peu plus longtemps qu'ailleurs, hein. On a aboli l'esclavage en France, aux Antilles, un peu plus tard, après les allées et venues de la Révolution et de l'Empire, avec Victor Schellcher, qu'on déboulonne d'ailleurs. Donc c'est là où on voit que tout le monde a l'esprit un peu tordu, alors que les Portugais avaient aboli l'esclavage. Je crois que c'est Pombal qui avait fait ça en 1763 ou quelque chose comme ça. Donc on a été... Pourquoi? Parce que c'était indispensable. Il fallait absolument qu'il y ait des esclaves si on voulait avoir du sucre. Bon, très bien. Donc on a vraiment un lourd passé colonial dans cette affaire, un lourd passé d'inégalité, un lourd passé de répression. Alors, pas seulement dans les petites Antilles, mais quand même tout le monde se rappelle historiquement là-bas ce qu'a été Saint-Domingue, ce qu'a été la répression de Toussaint Louverture, etc. Je vous renvoie à ce livre absolument splendide, qui est le livre qui a illuminé ma jeunesse par son talent, qui est le livre d'Alero Carpentier, Il siglo della Success, le siècle des Lumières, qui est absolument une vision de la tragédie révolutionnaire aux Antilles, enfin à Saint-Domingue, qui est remarquable. Donc on a ça. Ensuite, si on est de l'autre côté, il est clair qu'on a affaire à des dingues, à des gens qui s'en prennent qui empêchent les médecins de soigner, qui les rançonnent, qui sont dans un comportement acivique, asocial, anarchiste, absolument total et redoutablement toxique. Donc, quand on est en face de ça, c'est quand même pas facile. Quand on regarde la situation économique, on s'aperçoit que on doit appliquer le principe « quand je me regarde, je me désole ». C'est épouvantable, rien ne marche bien. Effectivement, quand on met de l'argent, on importe des produits, ça profite à un tas de gens, etc. Et quand on se compare aux autres pays de la zone, évidemment, le niveau de vie est bien supérieur. Donc on est complètement dans l'incapacité de formuler un diagnostic et un projet opérationnel, parce que la logique serait effectivement, c'est un peu comme la comparaison entre la Réunion et l'île Maurice. On voit bien que la Réunion, il y a trop d'argent public et trop de sollicitations pour véritablement faire une économie compétitive. Et dans le même temps, il n'y a pas assez de générosité sociale, bien entendu, pour assurer aux gens une vie matériellement digne et surtout spirituellement, intellectuellement, moralement digne d'être vécue. Donc, on voit ça quand on compare ces deux îles de l'océan Indien. Ben là, on est exactement dans une situation analogue. On n'a pas de modèle, et ce ne sont pas les syndicats tels qu'ils sont organisés, la façon dont ils revendiquent, la gestion des biens publics qui nous permettent de dire, avec de l'argent public, on va faire mieux, on va enfin surmonter tout ça. Donc on est dans une situation vraiment très, très, très délicate. Sur le plan politique, c'est la même chose. Là, vous l'avez dit, l'indépendance, c'est vraiment la bouteille à la mer. On laisse une société divisée, appauvrie. La dépendance actuelle est infantilisante. Le maintien du cordon ombilical est nécessaire, mais il ne permet pas d'apporter une solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Alors, dans les dialogues des primaires LR, tout le monde dit il faut y aller, il faut faire le maintien de l'ordre. Xavier Bertrand a dit, ailleurs avec pas mal de dignité, qu'il était d'accord avec Darmanin pour envoyer des forces et rétablir l'ordre. C'est évidemment un impératif premier. Au-delà, nous sommes dans une très longue patience. Il faut faire du dialogue, il faut responsabiliser les gens, mais on sait qu'on en aura pour très très longtemps et qu'on devra vivre avec ce problème de façon insatisfaisante pendant des décennies. Nicole Disotto. Oui, 2 points. D'accord sur le maintien de l'ordre comme priorité absolue
Et moi, je trouve que c'est très bien d'envoyer le GIGN ou le RAID, parce qu'on a déjà envoyé 200 CRS il y a 3 mois, et que, bon, ils sont revenus, mais que donc il y a un moment où il faut marquer le coup. Deuxièmement, je trouve que Nicolas Bavray est trop sévère avec Emmanuel Macron Il est sur la toujours gestion. sévère, Nicolas. Toujours. S'il n'était pas sévère, il ne serait pas invité par Mais Philippe. sur les Antilles, il exagère un peu. Pourquoi? D'abord, l'affaire du chlordécone, Macron en hérite comme tout le monde. C'était Mitterrand à l'époque, je vous rappelle, qui était au pouvoir, et c'était Monsieur Nallet qui était ministre de l'Agriculture et qui a laissé faire l'exception aux Antilles de l'usage du chlordécone, premièrement. Deuxièmement, Macron était allé, souvenez-vous, lors de l'énorme, comment dit-on, l'énorme tempête, l'énorme ouragan à Saint-Martin, il est allé, il est retourné un an après, comme il l'avait promis. Donc c'est pas vrai, il est capable de payer de sa personne. Sur les gilets jaunes, il a payé de sa personne, il y est allé. Je pense que la comparaison avec les gilets jaunes est à mon avis encore trop douce. Ce qui passe aux Antilles est très violent, très très violent. Et sur le plan de relance qu'on a obtenu de l'Union européenne, sur les 40 milliards de subventions qu'on a obtenus, alors 1,5 milliard ont été réservés pour les Antilles, en particulier pour résoudre ce problème de l'eau potable qui devient, enfin c'est quand même aberrant, mais qui devient un vrai problème à la Martinique. Donc je pense qu'il y a c'est pas son attitude, enfin, c'est pas sa priorité quotidienne, mais on ne peut pas dire que Emmanuel Macron se désintéresse des Antilles. Quant à la solution, la question du statut, encore, je l'ai dit, ça fait 20 ans qu'on essaye de changer le statut de ces départements qui sont à la fois des départements, des collectivités uniques, tout ça ne change pas grand-chose. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, dans l'urgence, une fois l'ordre revenu, c'est régler, faire quelque chose sur le scandale de la chlordécone. Il faut que le gouvernement indemnise les victimes, personnellement, toutes les victimes qui ont des cancers de la prostate ou des enfants mal formés. Il faut les indemniser avec voilà, avec de l'argent public. S'il y a prescription et qu'on ne peut pas condamner les utilisateurs, eh bien, il faut les indemniser. Il faut faire des tests gratuits pour continuer à savoir si la population s'infecte en cultivant la terre. Donc ça, c'est un plan d'urgence qui est facile à annoncer. Et puis, eh bien, il faut négocier. Alors là, je rejoins Jean-Louis, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est même, encore une fois, une troisième impasse, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fonctionnaires aux Antilles parce que ça permet d'éviter le chômage, et ce sont évidemment des emplois qui ne produisent pas de richesse, mais je crois qu'on n'a pas le choix de continuer à subventionner ces territoires. Et puis les meilleurs s'en vont, comme vous, Nicole. N'est-ce pas? Sur ces fortes paroles, je vous propose de passer au sujet de politique internationale que nous avons envisagé et qui se résume. Ce sont les embarras de Joe Biden Jr. Dégringolade dans les sondages. Junior, absolument. C'est toujours le junior de c'est quelqu'un. Joseph Robinette Biden Jr., je vous assure. Donc, disais-je, dégringolade dans les sondages, bras de fer avec le Congrès, crise migratoire, inflation et errement en politique étrangère. 10 mois après son entrée en fonction, une enquête d'opinion Harvard-Harris pointe en septembre dernier une inversion préoccupante. La cote d'approbation de Joe Biden, 46%, y est dépassée par celle de Donald Trump, 48%. En matière d'immigration, le président américain avait promis une politique plus humaine que son prédécesseur. Confronté à l'afflux de migrants haïtiens à Del Rio, au Texas, Joe Biden a mélangé, selon le mot d'Adrien Jaume du Figaro, les expulsions discrètes et les admissions opaques. Sa grande réforme de l'immigration est dans l'impasse au Congrès et ses espoirs de faire naturaliser une partie des millions de sans-papiers vivant dans le pays ont encore été recalés au Sénat. En Virginie, l'élection début novembre du républicain Glenn Youngkin est un revers pour Biden, qui avait soutenu le gouverneur démocrate Terry McAuliffe. L'inflation a atteint 5,4% sur 12 mois, tandis que les prix des marchandises hors produits alimentaires et énergie ont grimpé de plus de 12% en rythme annuel. Les conflits sociaux portant sur les salaires et les conditions de travail se sont multipliés. Pour décrocher un accord politique le 19 octobre sur son projet Build Back Better, mieux reconstruire, qui prévoit de nombreuses réformes en matière de santé, d'éducation et d'écologie, ainsi que des investissements pour lutter contre la fraude fiscale, la Maison-Blanche a dû diviser par 2 son projet initial. Le texte doit maintenant être adopté au Sénat, où les négociations pourraient encore durer des semaines.
Selon les données de l'université Johns Hopkins publiées le 20 novembre, 2 fois plus de personnes sont mortes des suites du Covid en 2021 qu'en 2020, malgré le lancement des campagnes de vaccination. La violence endémique dans le pays connaît maintenant un nouveau fléau, la prolifération des armes fantômes ou armes à feu faites à la maison à partir de pièces détachées. En Californie, où le nombre de saisies a augmenté de près de 300% en un an, on y trouve un exemple voyant. Sur le plan diplomatique, en un été, Joe Biden a dilapidé une partie de son crédit avec son retrait unilatéral précipité d'Afghanistan, puis sa gestion cavalière d'un accord de défense dirigé contre Pékin dont la France a brutalement fait les frais. Joe Biden a également troublé en se portant garant militairement de l'autonomie de Taïwan le 21 octobre, rompant brièvement avec la traditionnelle ambiguïté stratégique de Washington avant une prompte marche arrière. Signe d'une tension persistante avec Pékin, le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping se sont engagés à améliorer la coopération, mais n'ont proposé aucune avancée majeure et n'ont pas publié de communiqué après plus de 3 heures de pourparlers menés le 16 novembre lors d'un sommet virtuel. Sur cette question, Nicolas Bavrez. L'élection de Joe Biden avait évidemment suscité beaucoup d'espoir aux États-Unis. Donc le mandat qui lui était donné et ce sur quoi il avait construit son discours d'investiture, c'était de refaire la nation américaine et de remettre en route les institutions. Et puis sur le plan international, c'est vrai que la présidence Trump avait été un traumatisme considérable pour les alliés des États-Unis, avec une politique extérieure extrêmement improvisée et brouillonne. Donc l'idée était de restaurer l'image des États-Unis et leur capacité à essayer de stabiliser le monde avec comme priorité l'endiguement de la Chine. Et de fait, en à peine un an, Joe Biden a déçu beaucoup de ses espoirs. Donc le tableau qui vient d'être dressé est exact. On peut ajouter un certain nombre de choses. Donc la première, c'est que sur le plan économique, l'inflation est à 6,2%. Et ça, c'est quelque chose avec une vraie boucle avec les salaires qui vont augmenter aussi beaucoup. Et le retour de l'inflation est un énorme problème, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde. Et il est clair que l'administration Biden a nié le problème en expliquant que tout était lié à la sortie de la crise Covid. Or, on a un problème majeur de retour de l'inflation. Ensuite, la hausse qui est liée à la crise de l'énergie et la crise des migrants, comme ça a été rappelé, et enfin la montée de la violence. Et sur tous ces points, on a eu l'impression que l'administration Biden était finalement en retard et n'arrivait pas à prendre des décisions. Et c'est vrai parce que, on va y revenir dans les causes, le Congrès, en réalité, et les démocrates sont extrêmement divisés. Sur la politique extérieure, c'est vrai que le retrait de l'Afghanistan et de Kaboul a été calamiteux. Derrière, l'objectif qui était de réaligner les alliés européens et asiatiques a été télescopé par la création de l'AUKUS et la crise ouverte non seulement avec la France mais avec l'Europe. Et en réalité, quand on regarde le sommet qui vient de se dérouler avec Xi Jinping, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression d'une relative détente, mais on s'aperçoit que la réalité, c'est que Xi Jinping pense que Biden n'est qu'une nouvelle marche dans la descente de la puissance américaine et Xi Jinping vient simplement d'expliquer que il allait prendre son temps pour continuer à voir les États-Unis tomber et intervenir sur Taïwan quand les choses seraient mûres. Et donc tout ça a été acté par les défaites quand même très 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 rudes en Virginie et dans le New Jersey, qui laissent prévoir une défaite assez lourde des démocrates aux élections de midterm et avec du coup une présidence qui se trouverait en fait empêchée. Alors, comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que les démocrates ont été divisés, que Biden a eu beaucoup de problèmes pour faire passer ses plans. C'est très intéressant de voir que le plan sur les infrastructures n'est passé qu'après les défaites en Virginie ou dans le New Jersey. C'est vrai que lui-même est quand même un président vieux, fatigué. Il y a un
très clairement un problème d'énergie au sommet. Et puis c'est vrai que en fait, l'effet Trump ne joue plus. C'est-à-dire que Biden a d'abord été élu comme antidote à Trump, et aujourd'hui, finalement, la peur de Trump ne fonctionne plus. Mais surtout, je crois que ce qui est très inquiétant et dont il faut tenir compte, c'est que derrière, on a une crise de la démocratie américaine qui est vraiment une crise structurelle, avec un pays qui est en difficulté sur le plan économique et qui est surtout une nation qui est ravagée par la guerre culturelle. Donc, les conséquences sont très claires pour nous. Il n'y a pas de retour à l'Amérique de 1945, contrairement à ce qu'ont pu croire un certain nombre d'Européens. La démocratie américaine est en crise très profonde et durable, et ça participe des difficultés de l'Occident dans le monde d'aujourd'hui. Et la troisième conséquence, c'est que les Européens, maintenant, il est grand temps que les Européens tiennent compte de tout ça et se mettent en ordre de bataille. Évidemment, il ne s'agit pas de mettre les États-Unis dehors, mais de bien comprendre que cette diminution de la puissance américaine, cette crise de la démocratie américaine est durable et qu'il faut donc qu'on prenne notre destin entre nos mains. Nicole Nisotto. Oui. Vous vous souvenez qu'en 1971, Stanley Hoffman parlait des États-Unis comme le Gulliver empêtré. Et je trouve que c'est exactement aujourd'hui la définition que l'on pourrait faire de la puissance américaine. Alors, on savait que ça n'allait pas être facile pour Joe Biden. On savait que ce ne serait pas un long fleuve tranquille parce qu'il y avait déjà des éléments de difficulté, notamment l'espèce de semi-guerre civile qui existe entre les républicains et les démocrates, les uns ne reconnaissant pas la victoire des autres. Et on savait dès le départ que le Congrès républicain, en tout cas que les républicains au Congrès, ne lui feraient pas de cadeau. On savait également que le Covid était là et d'ailleurs il lui doit sa victoire, mais que ce serait très difficile. Et on a vu qu'au mois d'août, depuis août 2021, le nombre de cas aux États-Unis n'arrête pas d'augmenter, ce qui ne facilite pas sa vie. On savait aussi que la Chine était devenue l'obsession, l'hystérie américaine, et ont amené Joe Biden à faire quelques erreurs diplomatiques que Nicolas Bavret a rappelées. Donc on savait tout ça, mais il y est arrivé, je crois, par-dessus ces difficultés, 3 éléments nouveaux. Premièrement, le personnage lui-même qui s'est révélé dans sa brutalité. Ça n'est pas l'homme bien élevé, civilisé que l'on croyait. La gestion qu'il a fait de la crise des migrants au Mexique est digne de Donald Trump, d'envoyer les chevaux pour disperser les réfugiés, à tel point que dans son propre parti, la révolte gronde. Donc l'homme se révèle extrêmement brutal vis-à-vis de la question des réfugiés, contrairement à toutes ses promesses de campagne. Deuxième nouveauté, les démocrates eux-mêmes sont divisés, on le savait, mais au point de lui faire presque échouer au Congrès. Ça ne sont pas les républicains qui ont obligé Joe Biden à baisser son programme social, ce sont les démocrates, parce que les centristes voulaient baisser les dépenses sociales, donc ils sont passés de 3 000 à 1 750 milliards d'investissements pour le programme social de Joe Biden, et l'extrême gauche du parti, au contraire, voulait maintenir ces dépenses. Et donc ce sont les démocrates eux-mêmes qui créent des difficultés pour Joe Biden. Et la troisième chose qui n'était pas prévue, évidemment, c'est l'inflation qui est arrivée depuis le début de son mandat. Et donc je crois que c'est très grave. Pourquoi ? Parce que s'il perd les élections l'année prochaine, aux midterm elections, alors on est sûr que ce sera un mandat pour rien. On est sûr que les républicains vont se refaire dans un climat politique qui sera peut-être pire que le Trump que l'on a connu avant. Ce qui est important, je crois, dans cette crise du leadership et de gouvernance de Joe Biden, c'est qu'il est en train de perdre la classe moyenne blanche. Il est en train de la perdre, et c'est là-dessus que les successeurs de Trump feront leur succès. Lucille Schmid. Oui, moi, ce qui me semble important, effectivement, c'est de revenir sur les raisons pour lesquelles Joe Biden a gagné. Il a gagné parce qu'il était à contre-temps de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il était à contre-temps sur la pandémie, il avait une position beaucoup plus nuancée et ouverte vis-à-vis des partenaires, des alliés des États-Unis, mais aujourd'hui, il se retrouve à contre-temps à la fois de ses alliés, du cours du monde et de la société américaine. Et donc la question, c'est que il a été élu sur un contretemps et peut-être un malentendu.
assumons-le. Et aujourd'hui, toute la question, c'est comment il peut se retrouver dans une situation où il ne serait plus à contretemps de la société américaine et des partenaires et de ses partenaires à la fois. Un spécialiste des relations internationales, Walter Russell Mead, qui était la semaine dernière en Europe, disait au fond, ce dont auraient besoin les États-Unis, c'est à la fois de ce qu'avait développé ce talent particulier de Donald Trump, qui est de l'empathie qui lui a permis de donner le sentiment à des millions d'Américains qu'ils étaient enfin écoutés par celui qui les dirigeait, et de la sophistication d'Henry Kissinger. C'est une drôle d'alliance, peut-être un peu monstrueuse, qu'oser faire le rapprochement entre Trump et Kissinger, mais on voit bien que là-dedans, il y a quelque chose qui manque profondément à Joe Biden, c'est la capacité d'anticipation et la capacité à développer cette empathie vis-à-vis de la société des Américains qui l'ont élu, mais qui l'ont élu de justesse. Et donc de s'adresser aussi à tous ceux qui pensent encore que Donald Trump est un espoir et que Donald Trump les comprenait infiniment mieux que Joe Biden. Là-dessus, évidemment, ce qui s'est passé en Virginie, comme le rappelait Nicolas Bavray, est important. Pourquoi est-ce que ce poste a été perdu par les démocrates? Pourquoi est-ce que Glenn Youngkin a gagné? Parce qu'au fond, il a su tenir à distance Donald Trump, tandis que le candidat démocrate, lui, se faisait soutenir à la fois par Joe Biden, par Kamala Harris, par Barack Obama, dans une espèce de panique, à être incapable au fond d'assumer ses propres idées. Et Glenn Youngkin a fait deux choses importantes. D'abord, il a mis l'accent sur la question de l'éducation. On sortait donc de cette pandémie et au fond la question de ne pas aller à l'école. Et vous savez qu'aux États-Unis, l'éducation et le fait de pratiquer l'éducation à la maison, c'est autre chose qu'en France. Il y a un vrai sujet là-dessus. Et il a mis l'accent sur le fait qu'il rejetait la critical race theory, c'est-à-dire qu'il a pris ouvertement une position inverse du wokisme en disant au fond, regardez, vous pouvez assumer une capacité à être fier de votre culture américaine. Il ne faut pas céder à une culture minoritaire. Et on voit bien combien ça continue à traverser les États-Unis, la société américaine, et qu'elle reste aujourd'hui profondément clivée, et que ce qui est devant Joe Biden, c'est sa capacité, évidemment, à la réconcilier. La deuxième chose, c'est que je crois que c'est John Sullivan, qui est le conseiller sur les affaires stratégiques de Joe Biden, qui a dit maintenant l'intérieur et l'extérieur sont liés. On ne peut plus séparer la politique étrangère et la position intérieure. Et ce qui se passe aujourd'hui autour de la Chine est quelque chose de profondément important, parce que on sent une détestation de la Chine qui monte dans l'ensemble de la société américaine. Mais par ailleurs, comme ça a été rappelé, la Chine, Nicolas Bavray le disait, la Chine fait le pari que les États-Unis vont durablement s'affaiblir. Donc comment est-ce que cette question de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur ne va pas entraîner un cycle infernal qui est au fond de démonétisation de Joe Biden vis-à-vis des Américains, parce que eux attendent qu'il montre sa puissance vis-à-vis de la Chine, et que ça, ce n'est pas du tout acquis, alors même que, par exemple, à la COP26, Joe Biden a fait un discours anti-chinois très clair, mais qu'il a fallu, avant la conclusion de l'accord, qu'il fasse une réunion informelle avec Xi Jinping pour montrer qu'au fond, il fallait pratiquer une forme de duopole entre États-Unis et Chine vis-à-vis du climat. Donc, position évidemment à renforcer sur le plan extérieur et trouver l'équilibre avec l'Europe, avec les alliés européens, c'est aussi un point essentiel. Jean-Louis Bourlange. Oui, effectivement, ce qui est quand même frappant, ce sont par rapport aux deux mandats précédents, et notamment au précédent, au mandat de Trump, c'est la force des éléments de continuité qui se manifeste. Le changement, il était net, et il est quand même important. On avait à la tête des États-Unis une personnalité complètement chaotique, dépourvue de tout surmoi, dépourvu de tout esprit de continuité. Son secrétaire d'État, dit Pompeo, disait « Moi, quand je vois le président Trump, j'ai un agenda, je sais qu'il va changer de sujet au bout de 3 minutes. Il oublie au bout de 3 minutes, il zappe, il passe à autre chose et c'est fini. Donc j'arrive et en force, je rentre dans le bureau et je lui dis tout de suite, ce qui est important, sans détour, etc., pour arriver à une décision, parce que je sais que j'ai 3 minutes devant moi et qu'après, son esprit instable va changer. » Alors, effectivement, avec Biden, on était assez satisfait de voir ça. Mais pas de chance. Il est très vieux. Il a des problèmes de mémoire,
quand même, en pleine affaire AUKUS, il parle du Premier ministre australien en disant le gars de l'autre côté de l'océan, parce que manifestement, il ne se rappelle pas son nom. J'ai beaucoup d'indulgence, parce que moi, à mon âge, les noms propres commencent à partir. Donc, ce n'est pas du tout critique, ce n'est pas du tout du mépris de ma part, mais ça pose un problème quand même. Et notamment, il ne peut pas, compte tenu de son état de santé, il ne peut pas gérer une administration américaine profondément divisée, à la tête d'une société également profondément divisée, sans chaos. L'affaire d'AUKUS, alors les Français ont tous dit, parce qu'on aime bien jouer les Machiavel en disant ça montre que les Américains défendent leurs intérêts, etc. Pas vrai du tout. Leur intérêt était absolument pas d'ouvrir une crise majeure avec un allié qui a peut-être des défauts, mais qui était le plus engagé, sur le plus vaillant, dirait Thucydide, sur le plan militaire en Europe. Et ils ont fait ça, c'était n'importe quoi, parce que les gens qui s'occupaient du Pacifique ont court-circuité ceux qui s'occupaient de l'Atlantique et de la défense, que Blinken a été plus ou moins mis sur la touche pendant un certain temps, ce que d'ailleurs John Kerry a dit quand il était venu à Paris, et pour finir, c'est arrivé sur Biden d'une façon assez chaotique. Donc il y a un problème. Là, il y avait un chaos psychologique et intellectuel chez Trump. Il y a quand même un problème d'aptitude à la synthèse pour un homme de près de 80 ans dans cela. La deuxième chose, c'est la division de la société. Elle est quand même fondamentale. Là, Trump avait divisé la société, et Biden s'est promis, et il a bien commencé d'ailleurs, en essayant de la réconcilier, mais au bout du compte, il est confronté à la division du Parti démocrate, qui est profonde. Et donc, c'est extrêmement difficile d'avoir, entre Bernie Sanders et puis, au-delà de Bernie Sanders, tous les wokistes, etc., de la gauche démocrate et les braves... Les braves congressmen et sénateurs du Middle West ou même du Parti démocrate traditionnel de New York, etc., d'avoir un équilibre. On ne le trouve pas, on le cherche, on ne le trouve pas. C'est d'ailleurs intéressant de ce point de vue-là, s'il ne faut pas être trop pessimiste sur l'élection de Virginie occidentale, parce que ce qu'a caractérisé le républicain qui a été élu, c'est qu'il ne s'est pas situé sur la ligne trumpiste. Il a battu le démocrate McAuliffe sur des sujets importants, sur le busing, sur le mixage autoritaire des écoles, donc sur plus ou moins du wokisme. Il les a battus là-dessus. C'est là-dessus qu'il a fait campagne, en protégeant les familles, en disant on ne va pas massacrer l'éducation de vos enfants, mais il ne l'a pas fait sur des thèmes extrémistes. Donc, à la limite, cet homme qui a été dans le parti opposé à celui de Biden n'était pas totalement étranger au consensus que Biden recherchait au début de son mandat. Ensuite, on a autre continuité, le mépris des Européens. Ça, AUKUS, c'est quand même très, très clair là-dessus, la façon dont on a géré les relations avec la France. Alors, les Européens ont fini par comprendre que ça les concernait aussi. Bon, mais c'est évidemment... Ensuite, on a la Chine. La Chine, alors je vois que monsieur Meillard me fait des signes sémaphoriques extrêmement clairs. Vous ne vous souveniez plus de mon nom tellement votre... Oui, non, mais comme c'est un nom qui est porté par 10 500 personnes, je n'ai pas trop de problème à me le rappeler. De dire le gars de l'autre côté de la table. Oui. Et la Chine... alors, je trouve que c'est très grave, parce que l'Afghanistan, ça s'est fait dans des pires conditions. L'autorité des États-Unis est atteinte. La phrase sur la levée des ambiguïtés stratégiques vis-à-vis de Taïwan, suivie d'un retour en arrière, c'est catastrophique. Il valait mieux ne rien dire. Là, on dit des choses, on ne sait pas du tout si les États-Unis vont avoir ni la capacité, ni la volonté de défendre Taïwan. Or, cette incertitude est belligène en tant que telle. Elle est extrêmement inquiétante. Je dirais simplement, pour nuancer ce qu'a dit, pour dire autre chose que ce qu'a dit Nicole, j'ai beaucoup aimé le livre de Stanley Hoffman, Le Gulliver empêtré, mais je trouve que ça va assez bien, plutôt qu'aux États-Unis, ça va assez bien à la Chine actuellement. Je trouve que la Chine est dans une situation de crise assez profonde qui rend d'ailleurs très incertaine son rôle, l'épuisement démographique, la contradiction entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. La Chine n'est pas complètement notre sujet. Non, c'est pas du tout. Parce que non, juste un mot. Ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie de la part des Américains qui combine la confrontation et la coopération. Or, on voit que Biden aussi
docile de l'un à l'autre, mais ne les combine pas. Nicole Lisoto. Oui, juste un point. Je crois qu'on est tous d'accord. On lui a taillé une veste assez impressionnante. Moi, j'ai quand même une inquiétude sur la suite. J'ai peur que le seul remède que Biden et son équipe, qui n'est pas non plus une équipe trop brillante par sa pensée stratégique, n'ait comme solution unique que de réunir le pays contre la menace extérieure. Et j'ai peur que la Chine devienne eh bien, la seule solution pour Biden et qu'il exagère la menace de la Chine. Il a invité Taïwan, par exemple, au sommet de la démocratie. Je trouve que c'est un acte un peu que les Chinois vont mal prendre. Donc j'ai très peur d'une fuite en avant sur la menace chinoise qui pourrait nous amener à des catastrophes. Nicolas Bavrez. Je voulais simplement dire que l'effet Trump s'est complètement retourné. C'est-à-dire, est-ce que ce sera Donald Trump, le candidat des Républicains? Ça n'est pas sûr, en 2024. Mais ce sera un candidat trumpien. Et fondamentalement, l'opinion américaine est en train de redevenir trumpiste. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai facteur d'inquiétude, non seulement pour l'Europe, mais pour la démocratie. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre le président. Juste un mot pour appuyer ce que dit Nicole. Moi, j'étais aux États-Unis la semaine dernière. J'ai rencontré des sénateurs, des congressmen. L'hystérie anti-chinoise est vraiment bat son plein. C'est même chez les démocrates. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Oui. Je vous remercie. Nous sommes donc arrivés à notre dernière séquence, celle des brèves, que je vais introduire en recommandant le tout petit et charmant livre et fort perspicace d'Olivier Mantéi, Dessous de scène, sous-titré Histoire au pluriel d'opéra, et publié aux éditions de l'Arche. Olivier Mantéi a été jusqu'à une date récente directeur de l'Opéra Comique. Il est maintenant le patron de la Philharmonie. Il est aussi le patron du Théâtre des Bouffes du Nord. Et tout ce monde est un monde à part, qui est aussi un reflet de notre monde, et peut-être même mieux qu'un reflet, une caricature dans le sens premier du mot, une charge. Les rapports affectifs, les rapports de pouvoir, tout est sous la loupe, le meilleur et le plus risible, et Olivier Mantéi en rend compte avec beaucoup de perspicacité. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais recommander une lecture très sérieuse, qui est une note de l'Institut Jacques Delors, qui avait été faite en septembre 2021, juste avant les élections législatives allemandes, et qui s'appelle « Quelles ambitions pour les Verts allemands ?» Vous savez que, relativement rapidement, par exemple, de fait, les Verts sont maintenant partie prenante du gouvernement, puisque Olaf Scholz a réussi à avoir un accord de coalition. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sera un Vert, Robert Habeck, qui sera vice-chancelier du gouvernement, et que Annalena Baerbock, qui était leur tête de liste, sera ministre des Affaires étrangères. Donc je crois que c'est essentiel pour nous de nous pencher notamment sur ce qu'ils portent au niveau international et européen. Les Verts ont également obtenu de désigner le prochain commissaire européen allemand. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet accord, c'est que la question européenne est placée au centre et que, par ailleurs, on le sait, les Verts n'ont pas exactement les options de politique étrangère de la France. On verra ce qui se passe et on verra comment ils se coulent ou pas dans la réelle politique, comme on dit. Ça m'a fait penser à la série Occupy, dont nous avons parlé au Nouvel Esprit Public, où un ancien Vert choisit de rester Premier ministre dans un pays du Nord, mais en cessant d'être Vert, quelque part. Verra-t-on cela au niveau allemand? C'est un point qui me semble assez intéressant. Nicolas Bavrez. Les classiques continuent à éclairer. Quand on regarde la démocratie américaine, on s'aperçoit que Tocqueville est toujours extrêmement précieux pour comprendre ce qui se passe. Et quand on regarde la presse, les médias d'aujourd'hui, on pense évidemment à Balzac et aux Illusions perdues. Donc, recommander la lecture des Illusions perdues, ça va de soi. Mais le film qui a été fait par Xavier Giannoli est aussi tout à fait excellent. Et on s'aperçoit de la puissance d'anticipation de Balzac, qui, au moment où la presse naissait, avait bien compris qu'elle était en même temps l'otage de ses propriétaires, l'otage de la réclame, l'otage des fausses nouvelles, et que c'était un commerce sans foi ni loi. Donc, Balzac fait dire à un de ses personnages « Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions ». Balzac a souligné que le journalisme était la religion des sociétés modernes, mais que le clergé était déjà corrompu. C'est toujours le cas. Oui, il y a une des phrases où
L'un des journalistes dit à son confrère, toi, tu paierais pour te vendre. Nicole Niesotto. Oui, alors, juste, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que Balzac est absolument génial sur bien d'autres choses que la presse, mais je trouve que le film est très ennuyeux, très lent, très long. Ne dites pas de mal de ce que vos camarades recommandent. Mais Laissez-leur on leur a le droit. chance. Mais j'adore Nicolas Bavray, mais je me suis ennuyée à ce film. Nicolas Bavray n'est ni long ni ennuyeux, lui. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que du coup, j'ai eu envie de relire, évidemment. Donc, j'ai retrouvé Illusion sinistre. perdue dans ma bibliothèque. C'est Je sinistre, n'ai pas livre. retrouvé Splendeur et misère des courtisanes. J'ai fait 5 librairies à Paris. C'est épuisé. Autrement dit, ce film fait lire, je pense. La conclusion que j'en tire, c'est que tout le monde est allé acheter Splendeur et misère. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On ne Mais- trouve plus de courtisanes à Paris. C'est dramatique. Mais moi, je voulais faire une C'est brève, un deux obstacle. brèves, très brèves théâtrales. Je ne sais pas si Philippe Meyer va m'en laisser le temps. Ça La m'étonnerait. première, c'est pour vous recommander très vite, parce que ça s'achève, je crois, ce soir, d'aller voir Le Roi Lear au Théâtre Saint-Martin avec un Jacques Weber époustouflant. Je vois Philippe qui lève les yeux au ciel, mais moi j'adore le théâtre classique populaire. Mais je dis ça surtout parce que c'est une C'est Shakespeare, production. je vous signale. C'est Vous savez une que l'auteur, c'est Shakespeare. production du Théâtre de la Ville, et je fais cette brève pour soutenir le Théâtre de la Ville, qui est dans un marasme architectural effroyable. Les travaux ont commencé en 2016 avec une incurie municipale pour mener à bien ces travaux. Ils devaient être terminés en 2019, ça ne sera pas le cas en 2021. Maintenant, on parle de 2023. Je trouve que c'est absolument remarquable, d'ailleurs, pour le Théâtre de la Ville, de continuer à produire des spectacles de qualité hors les murs, et c'est un vrai scandale de la ville de ne pas y arriver. Et ma deuxième brève, très courte, et Philippe a encore levé les yeux au ciel, moi j'ai adoré La Cerisay à la Comédie Française par Clément Hervieux-Léger, avec un Loïc Corbery absolument époustouflant, et je vous la recommande. Là aussi, c'est du classicisme classique, une mise en scène classique qui sert le texte et non pas le metteur en scène. Moi, j'adore. Et je levais les yeux au ciel. Non, pas cette fois. Jean-Louis Cette fois. Bourlange. Oui, sur Balzac, quand même un mot, parce que Balzac, c'est deux choses. Hein. C'est des romans de la fatalité qui sont absolument désespérants, dont Illusion perdue est le parfait exemple, mais il y a le cousin Pons aussi, et des romans de la volonté, de l'énergie, immorale d'ailleurs, mais quand même, la volonté compense Pas l'immoralité. toujours immoral. César Birotteau, c'est pas immoral. Oui, César Birotteau, c'est pas immoral, mais là, Splendeur et misère des courtisanes, puisqu'on a évoqué, c'est la suite de Lucien Rubempré, et c'est la suite d'Illusion perdue, et c'est assez extraordinaire parce que c'est une vision artificielle. Rubempré meurt en réalité à la fin d'Illusion perdue, il est ressuscité artificiellement par Vautrin, mais artificiellement, et il réapparaît dans l'ombre de Vautrin, dans Splendeur et misère, et là, si vous désespérez de la volonté humaine, là, vous lisez Splendeur et misère des courtisanes, vous verrez que c'est vraiment la volonté est reine, Grâce aux femmes, hein. même si elle est manipulée par un horrible scélérat, comme le regrettait Vautrin. Grâce aux femmes, quand même. Oui, mais Esther Gobseck est Bon, un je ne voudrais personnage déranger personne, mais si on pouvait conduire cette émission à bonne fin. Alors oui, moi, par ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà recommandé. Si je l'ai recommandé, j'en avais lu la moitié, que j'ai lu l'autre moitié depuis. Je trouve que, puisque on a Monsieur Zemmour en circulation, qui commence d'ailleurs sérieusement à battre de l'aile, je trouve que vraiment le livre d'Étienne Girard, qui s'appelle Le Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, c'est un très très bon travail de journaliste. C'est une très bonne enquête. C'est fait avec nuance, sans aucune complaisance, sans aucun trémolo moralisateur pour autant. C'est une analyse précise de la démarche psychologique de Zemmour, de l'entourage politique, philosophique, qui est le sien, financier également. Évidemment, le rôle de Vincent Bolloré est absolument central. Et ça permet d'illustrer quand même cette tentative qui, à mon avis, ne peut qu'avorter. Et on comprend pourquoi elle avorte en lisant ce bouquin, parce que Zemmour est fait pour tout, sauf pour être président de la République. Ça, c'est absolument clair. Mais on comprend qu'il esquisse quelque chose qui, à mon avis, est assez central. C'est pas dit dans le livre, mais c'est que Zemmour propose la réconciliation entre deux des traditions de la droite telles qu'elles avaient été définies par René Raymond, qui est le légitimisme et le bonapartisme, contre l'orléanisme. Et ça, c'est assez redoutable en soi. C'est-à-dire, c'est un mélange de la tradition contre-révolutionnaire qui, au bout du compte, s'exprime dans le sens commun, etc., et d'une tradition bonapartiste autoritaire. Et ça peut être assez redoutable. Ça explique aussi le succès de M. Ciotti, le succès d'estime en termes de performance de M. Ciotti dans la primaire des Républicains.
Et je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant. Il faut lire quand même, il faut s'intéresser à Zemmour, même si, à mon avis, on va éviter la catastrophe Zemmour. Merci. N'oubliez pas donc que c'est le moment de nous soutenir d'ici le 31 décembre pour profiter de la défiscalisation à 66%. Il vous suffit de vous rendre sur notre site et de cliquer sur l'onglet « Soutenez-nous ». Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, à Nicolas Tourneau qui veille sur notre site, à Benoît Carré qui assure le compendium de chacune de nos émissions, à Olivier Magloire qui veille sur nos plateformes de financement, à Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et à Adrien Beccaria et à l'arrière-boutique où nous enregistrons cette émission. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une émission que nous allons enregistrer à Évron en public, à la communauté de communes d'Évron. À la semaine prochaine, et puis le 5 décembre, évidemment, à l'école alsacienne pour l'émission thématique sur le procès des attentats de 2015 avec le docteur Saline.